Chapitre 38, deuxième partie, le financement. Je vois que vous êtes en pleine forme, dynamique et enthousiaste. Let's begin. Alors, vous avez besoin d'argent, c'est ce qu'on appelle le financement. Vous cherchez des sous. Vous allez le chercher à l'interne. Pour les ménages, c'est votre épargne. Vous renoncez à dépenser votre argent pour consommer immédiatement. Vous mettez l'argent de côté, vous consommerez plus tard. Pour les entreprises, c'est l'autofinancement. Elle va faire des bénéfices et ces bénéfices, c'est son revenu, elle va pouvoir le dépenser. Pour les États, c'est les recettes fiscales qui ont la bonne habitude de se répéter année après année. Financement externe. Si vous n'avez pas assez d'argent à l'interne, il vous faut aller chercher les sous à l'extérieur. Pour les ménages, vous allez demander un crédit auprès d'une banque ou auprès de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'est pas une banque. Pour les petites et moyennes entreprises, vous avez ce qu'on appelle le financement indirect, c'est-à-dire vous êtes ici, entreprise, et vous ne vous adressez pas au marché financier, ça serait le financement direct. Non, vous vous adressez à un intermédiaire financier, à une banque. Voilà. Pour une grande entreprise qui est peut-être cotée en bourse, là vous avez les deux possibilités. Vous pouvez évidemment demander un crédit auprès d'une banque, mais peut-être la banque est plus petite que votre entreprise, donc ça c'est un peu ridicule. Donc vous allez directement chercher l'argent sur les marchés financiers en faisant soit une augmentation de capital ou en émettant des obligations. Si vous êtes un État, la Confédération suisse, vous vous adressez directement au marché financier. Je précise, comme je l'ai déjà fait dans la première partie du chapitre, la Confédération va s'adresser au marché financier, mais pour cela, elle aura toujours besoin des services, en fait, des intermédiaires financiers quand même. Alors, l'augmentation de capital pour une grande SA, style Nestlé, ou les entreprises électriques de Suisse. Alors, le mode classique, vous émettez des actions supplémentaires. C'est pour ça qu'on appelle ça une augmentation de capital action. Vous les échangez contre des liquidités. Et là, vous avez le problème de la valeur nominale et de l'agio que je vous explique dans le slide qui suit. L'argent que vous recevez, j'ai dit là, échangé contre des liquidités, les nouvelles actions sont échangées contre des liquidités. Ces liquidités, elles peuvent être éventuellement être constituées de nature, dans ce cas-là, c'est plus de liquidités, ça serait des machines, des brevets, des titres. Il y a aussi une possibilité de faire une augmentation de capital avec ce qu'on appelle des obligations convertibles. C'est une sorte de récompense que vous donnez aux gens qui vous ont prêté des sous sous forme d'obligations. Et puis, vous leur dites, vous pouvez échanger ces obligations contre des actions. Un point très important, qui est très très actuel aujourd'hui, c'est le capital risque, en anglais venture capital, capital risque. Et puis ça, c'est un mode de financement qui s'adresse surtout aux startups. Vous avez quelques ingénieurs de l'EPF qui font une chouette invention et qui veulent la commercialiser sur le marché. Pour cela, ils ont besoin d'argent. Ils n'en trouvent pas, on ne leur fait pas confiance. Et là, il y a de temps en temps des gens, des sociétés, voire aussi des gens très riches, qui cherchent à soutenir l'innovation et le progrès technique. Et ce sont ces gens-là qui vont prêter les sous aux startups pour qu'elles puissent se lancer. Et puis, la règle dit qu'une startup sur 10 a du succès et vous permet de devenir milliardaire. Et les 9 autres, elles végètent dans le meilleur des cas ou alors elles sombrent. Voilà le risque. Donc, une personne riche va investir dans 10 ou 20 startups, elle va perdre de l'argent avec 18 startups, elle va en gagner beaucoup, on espère, avec les 2 qui restent. Je vous explique maintenant encore la valeur nominale et le terme agio. Vous avez donc décidé de faire une augmentation de capital. Votre société anonyme dispose de 200 000 actions d'une valeur nominale de 100 et ces actions, elles sont négociées en bourse et actuellement leur cours est de 350. Vous avez décidé d'émettre 100 000 nouvelles actions d'une valeur nominale de 100. Je vous pose la question suivante. Émettez-vous ces actions à 100 alors qu'elles valent 350 en bourse? La réponse est bien sûr que non. Vous allez encaisser 2 éléments.
vous allez encaisser 100 000 actions à 100 francs de valeur nominale à titre de capital action, et vous allez en plus encaisser 100 000 actions à 250 d'agio ou de prime à l'émission, et puis ça, ce sera de l'argent supplémentaire que les nouveaux actionnaires vont mettre à votre disposition. Abordons maintenant les crédits. Le premier élément qu'on va voir ensemble, c'est la limite en compte courant. Alors, n'importe quelle entreprise en principe dispose d'une telle limite sur l'un de ses comptes bancaires. C'est quoi? C'est pas vraiment un crédit, c'est juste l'autorisation de la banque de plonger jusqu'à un certain solde débiteur. Je vous explique avec le graphique qu'il y a ici. Vous avez une entreprise qui fait un joli bénéfice avec de super produits, et cette entreprise, elle a juste un problème, qu'elle ne reçoit pas l'argent au moment où elle a besoin de l'argent. Elle le reçoit toujours avec un certain décalage. Alors, elle est ici à 20 000 francs, et tout d'un coup, elle doit payer les salaires. Alors, vous voyez qu'elle doit payer des salaires assez élevés, de 30 000 ou de 38 000 francs, et vous constatez qu'elle n'a que 20 000 à disposition. Ça veut dire que notre histoire ici, si cette entreprise n'a pas de limite en compte courant ou d'autres possibilités d'avoir de l'argent, eh bien, cette entreprise ici, elle fait déjà faillite parce qu'elle a déjà plus de sous. C'est ennuyeux, pourquoi? C'est ennuyeux parce qu'elle va recevoir plein de sous par la suite, dans l'avenir. Alors, il faut en fait surtout surmonter certaines périodes où la liquidité n'est pas suffisante. Et c'est exactement ce qu'on fait ici. Vous avez cet élément ici qui ressemble à un 1, et ce bloc ici, c'est l'argent qui manque à l'entreprise pour surmonter cette période jusqu'à la prochaine rentrée d'argent qui est ici. Donc ici, l'entreprise a demandé une limite en compte courant de moins 50 000. La banque lui dit, oui, vous pouvez aller dans le rouge jusqu'à moins 50 000. Alors ici, elle va jusqu'à moins 40 000. Elle reçoit de l'argent, elle est de nouveau dans le positif. Elle augmente, et là, elle doit de nouveau faire un gros paiement. Par exemple, acheter des matières premières pour lancer sa production. Et puis, elle se retrouve là à moins 50 000 pendant un certain temps. Et là, enfin, elle a de nouveau des rentrées d'argent. Et l'histoire continue. Donc, une limite en compte courant vous permet de mieux gérer vos liquidités et de ne pas tomber en faillite par le simple fait que vous avez un retard dans l'entrée d'argent. Alors, ça permet à l'entreprise d'être plus flexible. La banque demande une commission trimestrielle en plus des intérêts, puis elle n'applique pas la formule de calcul des intérêts. Et puis, ça, c'est quelque chose de très désagréable. Cette limite en compte courant est résiliable en tout temps. Petit exemple, vous êtes ici, vous n'avez plus la rentrée d'argent à cause de la crise actuelle, vous devez néanmoins payer vos salaires, vous vous trouvez à moins 50 000, le banquier lui-même commence à avoir les jetons et vous demande de rembourser. Et si vous ne pouvez pas rembourser à ce moment-là, forcément que vous ne pouvez pas puisque vous êtes à moins 50 000, et que l'argent rentrera mais plus tard, et bien ici vous avez un problème avec votre banquier qui va peut-être vous mettre en poursuite, voire vous provoquer votre faillite alors que l'argent va rentrer plus tard. Voilà, alors les crédits, le crédit classique, que l'on appelle généralement crédit, c'est un prêt. Alors qu'est-ce que c'est que un prêt? La banque vous met à disposition des fonds en inversement. Voilà, elle vous donne l'argent ici, vous avez 50 000 francs de dette. Et puis elle vous demande de rembourser, ce qui est assez normal. Elle peut vous demander de rembourser un peu tous les trimestres, tous les semestres ou par année. Votre crédit, il peut être à court ou à long terme. Ça peut durer 6 mois, ça peut durer une année, ça peut durer 5 ans. Vous allez devoir payer ici deux choses, le remboursement partiel pour la durée et puis des intérêts. Lorsque tout ça concerne une année, donc quand vous avez ici, par exemple, cette petite marche-là, si ça concerne une année, ça s'appelle une annuité. Si ça concerne 6 mois, ça concerne une demi-annuité. Il y a encore l'avance à terme fixe. Là, il me semble que les choses sont très claires. Le banquier vous prête 50 000, il vous fiche la paix, vous avez mis ensemble le délai de 6 mois. Après 6 mois, il faut lui rembourser l'argent d'un seul coup. Ça se fait dans le court terme.
La banque vous octroie un crédit? Ne me faites pas rire. Pourquoi est-ce que la banque vous ferait confiance? Pourquoi vous ferait-elle crédit? Eh bien, elle se méfie. Parce qu'elle se dit, il ne va pas vouloir me payer les intérêts, ou alors il ne pourra pas me rembourser les intérêts, et je ne vous parle même pas du crédit. Est-ce qu'il me remboursera le montant que je lui ai prêté? Votre banquier, avant de vous donner un crédit, veut des garanties. Quelles sont ces garanties? Vous êtes tombé sur un banquier vraiment sympa, je vous rassure, il n'existe pas. Et lui, il vous donne un crédit en blanc. C'est ce qu'on appelle un crédit à la consommation ou un prêt personnel. Il ne demande aucune garantie. Ce crédit, il est très risqué pour la banque. Rappelez-vous, si c'est très risqué, le coût sera très coûteux, très cher. Voilà. La garantie peut être personnelle. Dans ce cas-là, c'est une personne qui va être la garantie de votre crédit. Par exemple, vous allez demander un crédit et on vous demande quelle garantie vous pouvez offrir et vous dites papa. Donc ça veut dire que si vous ne payez pas, c'est papa qui payera. C'est ce qu'on appelle le crédit contre cautionnement. La garantie peut être réelle. Réelle vient de res rei en latin qui veut dire chose. C'est-à-dire que la garantie est constituée par une chose. Cette chose, elle peut être mobilière, c'est-à-dire elle se transporte, ou elle est immobilière, ça peut être un immeuble. Vous avez ce qu'on appelle un crédit lombard à garder absolument en tête jusqu'à vos examens. C'est un crédit qu'on vous donne en échange de titres. Vous n'avez pas envie de vendre vos actions, vous voulez les garder. Alors vous les mettez en gage et la banque, elle vous donne des sous en contrepartie. Vous avez le nantissement, c'est autre chose que des titres, ça peut par exemple être des marchandises et vous faites la même chose. Vous mettez certaines marchandises en garantie, par exemple des lingots d'or. Et puis vous avez le crédit hypothécaire. Le crédit hypothécaire, lui, il est garanti par l'immeuble que vous avez acheté grâce à ce même crédit. Taux d'intérêt, c'est le prix à payer pour avoir à disposition un certain montant qu'on appelle crédit. Le taux d'intérêt peut être fixe ou il peut être variable. Un taux d'intérêt fixe, c'est très pratique parce que vous savez au cours de ces 5 prochaines années que vous allez payer toujours le même taux d'intérêt. Étant donné que c'est très pratique, mais que ça réduit la flexibilité de la banque, ce crédit sera plus cher, donc l'intérêt sera plus élevé. Si l'intérêt est variable, vous n'êtes jamais sûr si le taux ne va pas augmenter ou baisser. Remarquez, quand il baisse, ça c'est égal, c'est quand il monte que c'est embêtant. Alors, en raison de cette incertitude et en raison du fait que la banque est donc beaucoup plus flexible, ce taux sera un peu plus bas. En principe, voilà. Le taux d'intérêt que vous payez sur votre crédit dépend de nombreux facteurs. Des conditions sur le marché, ça c'est évidemment la première chose. Ça dépendra de la durée du prêt. Donc, pour le banquier, la durée pendant laquelle il est nerveux. Ça va dépendre des garanties que vous offrez à votre banquier et puis de la nature des risques encourus. C'est ce qu'on appelle le rating. Alors, le rating, c'est quoi? C'est quand la banque vous soumet à une procédure d'évaluation de votre solvabilité. Votre solvabilité, c'est votre capacité de payer vos dettes. Financement des ménages. Alors, pas très compliqué. Votre ménage a besoin d'argent. Il peut s'autofinancer ou alors il peut chercher l'argent ailleurs. S'il cherche l'argent ailleurs, ça va être un crédit ou un emprunt auprès d'une personne proche. Si c'est une question d'autofinancement, vous pouvez simplement travailler plus ou chercher un job qui paye davantage. Si vous gardez cet élément constant, eh bien vous pouvez éventuellement épargner, c'est-à-dire réduire vos dépenses. Voilà. Financement des entreprises. Alors, pour le financement des entreprises, vous avez plusieurs éléments que l'on peut voir. On peut se financer à court terme. Ça, c'est la limite en compte courant que j'ai vu avant. C'est juste pour être sûr que vous avez toujours l'argent nécessaire pour payer vos dépenses courantes. Ensuite, vous pouvez avoir besoin d'argent à moyen terme pour financer votre stock, si vous êtes une entreprise commerciale. Et puis,
pour financer votre outil de travail.